Bien, bonjour, et aujourd'hui on m'a demandé de vous parler des oubliés du temple. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que j'habite exactement à l'endroit où s'élevait la tour du temple. Et donc beaucoup de questions se sont posées et j'ai essayé de voir la vérité, si on peut l'approcher. Et on parle beaucoup de la famille royale, mais on oublie beaucoup toutes les personnes qui ont travaillé autour de la famille royale et qui se sont trouvées dans le temple et qui, pour la plupart, ont des destins tragiques également, mais dont on a oublié le nom. Alors, toute l'histoire commence le 10 août 1792, lors de la prise des Tuileries. Toute la nuit, le roi et la famille royale sont restés debout, sauf les enfants, car on a entendu les canons, on sentait très bien une atmosphère, il y avait déjà eu l'invasion du 20 juin, donc les choses recommençaient, et le roi a commencé à sentir que ça n'allait pas aller très très bien. Donc très tôt le matin, vers 6 heures du matin, avec sa famille, ils ont quitté les Tuileries pour aller se rendre à la chambre de l'Assemblée législative et se protéger en quelque sorte. Donc ils vont passer, lui et sa famille et ceux qui les ont accompagnés, vont passer 3 jours dans cette assemblée, dans un endroit qu'on appelle la loge du logographe, le logographe étant le bureau du journal de l'Assemblée. Ces 3 jours vont être très durs parce qu'il faisait extrêmement chaud. Ils étaient cantonnés donc dans cette pièce avec 2 enfants, le petit prince n'a que 7 ans. La nuit, on les fait dormir au feuillant, et dans la journée, on les ramène dans ce petit espace. Ils attendent leur sort, ils ne savent pas où on va les envoyer, puisque les Tuileries détruites, il n'est pas question d'y retourner, incendiées, ne sont plus habitables temporairement. Donc, après beaucoup de délibérations, de choix de lieux divers, on avait pensé par exemple de les mettre au Luxembourg, au Palais du Luxembourg. La commune de Paris va refuser. On va proposer de les mettre dans ce qui est aujourd'hui le ministère de la Justice, place Vendôme. La commune va refuser à nouveau. Donc, c'est Danton qui va s'y installer. Ensuite, on va proposer un autre lieu, Faubourg Saint-Antoine. La commune va encore refuser. Finalement, le 13 août 1792, on décide de mettre la famille royale au temple. Pour le roi, quand on a dit le temple, il a pensé qu'il allait habiter le palais du grand prieur. Or, la commune de Paris avait très bien calculé son affaire et avait décidé de mettre le roi et sa famille dans la tour du temple, qui n'était pour le moment pas habitable. Mais on avait envoyé certaines personnes pour voir les travaux qu'il y avait à faire. Donc c'était bien prévu. Et à ce moment-là, l'Assemblée législative, qui est prête de se terminer, puisqu'il va y avoir une nouvelle Assemblée qui s'appellera la Convention, abandonne la famille royale à la Commune de Paris. Donc la Commune de Paris a dit qu'elle sera sous son autorité, qu'on assurera tout ce qu'il faut. Donc le 13 juillet, la famille royale monte en carrosse vers 17 h, accompagnée de la princesse de Lamballe, de Madame de Tourzel et de sa fille, et puis deux valets de chambre qui sont Chamillard et Hue, un pour le roi, un pour le dauphin, de 3 femmes de chambre, Mesdames Bazire, Thibault et la 3e Saint-Brice. Madame Bazire est enceinte. Donc, et tout le monde se dirige donc vers le temple. Ils vont mettre plus de 2 heures dans des conditions très difficiles. Le petit dauphin va dire qu'ils étaient méchants quand ils voient toute cette foule. Et ils vont rentrer dans le temple par la porte du grand prieur. Il y a 2 entrées dans le temple, qui est une ville dans la ville. Personne ne s'imagine que le temple est peuplé de 4000 personnes, ce qui est énorme. C'est une ville, avec une église, un charnier, une geôle, le palais
du grand prieur, donc sont celui des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ordre de Malte aujourd'hui. Et il y a des hôtels particuliers à l'intérieur et beaucoup d'artisans. On reçoit le roi dans le palais du grand prieur avec sa famille. Il y a d'ailleurs une gravure qui montre le maire de Paris de l'époque et puis le général Santerre qui accueille la famille royale. Et le roi fait la distribution des appartements. Il est tellement persuadé qu'il va habiter là. Or, cela fait bien rire certains municipaux et certains gardes nationaux qui savent très bien qu'on va mettre la famille royale dans la petite tour du temple. Alors, pendant qu'on fait les préparatifs, pour les mettre dans la petite tour, on offre un dîner au roi qui dure très tard. Le petit garçon s'endort, Louis-Charles, et à un moment donné, un garde municipal va prendre l'enfant dans ses bras, à l'affolement de Marie-Antoinette et de Madame de Tourzel, qui suit. Marie-Antoinette ne peut pas bouger. Et Madame de Tourzel suit le garde national, et dans la nuit, on la fait sortir du palais, et on va la conduire jusque dans la petite tour du temple. Donc c'est Louis-Charles, le premier de la famille royale, qui va rentrer dans la petite tour du temple. Donc cette petite tour est juxtaposée, enfin elle est collée contre la grande tour. Et dans cette petite tour habite l'archiviste de l'ordre de Malte, qui s'appelle Berthélemy et non Barthélemy, comme on dit dans beaucoup de livres. Et cet archiviste Berthélemy, il n'a vraiment pas de chance parce qu'il a mis beaucoup de temps pour obtenir le droit d'habiter sur les lieux de son travail. Il a fait énormément de travaux, donc la petite tour, quand la famille royale, est impeccable. Il y a même une salle de bain. Quand on a dit que Marie-Antoinette avait une baignoire, bon, je veux bien, ça dure fort peu de temps et ça ne devait pas être des conditions très agréables. Mais il ne faut pas oublier que c'est 13 personnes qui rentrent dans une petite tour qui était habitée par 3 personnes. Donc ça a été, il a fallu s'entasser et Madame Élisabeth dormira dans la cuisine. On va laisser la reine avec sa fille et le petit dauphin va être avec Madame de Tourzel. Le roi est à l'étage de sa sœur. Donc dans la petite tour, c'est Marie-Antoinette qui est au 2e étage et le roi au 3e étage. Ça va être l'inverse quand ils vont être dans la grande tour. À ce moment-là, la famille royale reste 6 jours avec tous les familiers qui les ont accompagnés. Et au bout de 6 jours, on fait sortir tout le monde à minuit. Comme d'habitude, tout se passe toujours le soir. Marie-Antoinette partira le soir, Madame Élisabeth partira le soir. C'est une contrainte, enfin c'est une habitude de la commune. À ce moment-là, la famille royale va rester toute seule. On va proposer au roi et à la famille de donner des domestiques, ils vont refuser. Ils ne veulent pas. À ce moment-là, qu'arrive-t-il aux familiers? Les familiers sont emmenés à l'hôtel de ville de Paris, où ils passent en jugement pendant toute la nuit. Ils vont tous être emprisonnés, sauf U, valet de chambre, qui va revenir à la tour. Alors, ils vont être répartis dans Paris, mais pour la plupart, ils vont aller à la force. Madame de Lamballe, la pauvre, va choisir la prison de la force. Il y a la petite force pour les femmes, la grande force pour les hommes. Elle va choisir la petite force parce que c'est la prison la plus moderne. Louis XVI avait fait beaucoup de réformes, séparant les femmes des hommes, des enfants. Donc elle croit que c'est bien, et ça va être pour son malheur en quelque sorte. Parce que va-t-il se passer? Le jour, j'anticipe parce que je ne peux pas faire 2 destins en même temps, le jour... début septembre, des journées de septembre, on va venir la chercher. On l'aura séparée de Madame de Tourzel, on va l'isoler, elle va passer en jugement, et on va dire élargissez madame, et en fait elle va sortir, elle va être assommée à coups de bâton. Et ce qui est arrivé à son corps, on va lui couper la tête, on va la faire friser, la sapine va être frisée au boulevard Beaumarchais. On va l'emmener jusqu'au temple et je reviendrai à ce moment-là sur le temple quand on va revenir à la famille royale. Donc,
Marie-Antoinette et Louis XVI voient revenir Hue au petit matin, ils sont tout à fait contents, mais Hue a tellement de travail entre l'entretien des lieux, aller chercher la nourriture, etc. On a pensé faire des cuisines à l'intérieur de la tour, mais c'est pas possible. Donc, Hue peut sortir, en quelque sorte, et on va lui adjoindre un couple pour l'aider quand même. Là, le roi va accepter parce que on ne s'en sort pas autrement. Donc, il va y avoir 2 personnes qui vont rentrer, qui s'appellent les Tison, Pierre-Joseph et Anne-Victoire Tison, qui vont être des personnages odieux au départ, tout à fait odieux, qu'on a mis là pour espionner. Donc, ils vont tout rapporter. Et ils sont autant détestés d'un côté que de l'autre. Parce que le roi ne déteste pas, c'est pas du tout son style. Hein. Mais bon, on se méfie. Madame Elisabeth va se méfier énormément des Tisons. Et, excusez-moi, et les gardes nationaux détestent les Tisons parce que les Tisons racontent aussi bien ce que ne font pas dans leur métier ou tout ce qu'ils peuvent faire de mal. Donc les Tisons sont très très mal acceptés, mais ils sont là pour aider le bois, les choses pratiques de la vie. Là, tout le monde s'installe, on vivote. Hue ne va pas rester très longtemps, il va repartir très rapidement, on va de nouveau l'arrêter, et il va être remplacé par Cléry. Hue et Cléry vont être 8 jours ensemble, où Hue va former Cléry pour la suite. Donc il y a une certaine intimité qui va naître entre le roi et Cléry. À ce moment-là, la vie s'organise de la façon qu'on s'occupe beaucoup des enfants. C'est un rapprochement familial. La vie de cour l'empêchait. Là, les 2 femmes vont s'occuper des 2 enfants, madame pour tout ce qui est religion, et le roi va s'occuper de son fils pour tout ce qui est mathématiques, géographie. Enfin ça, on le sait, il y a des tas de gravures qui les montrent. Ils vont descendre au jardin pour les enfants. Et ça va être pour le roi et la reine un supplice qu'ils vont faire pour que les enfants prennent l'air. Mais ils vont voir des tas d'inscriptions, ce qu'on appellerait aujourd'hui des graffitis, en descendant de la tour. Ils vont subir des colibés. Et il faut bien s'imaginer qu'ils sont encore dans la petite tour, qu'on fait des travaux. On a décidé de faire un fossé. Et il y a énormément d'ouvriers. Parce que qui rentrent avec des cartes spéciales, ce qui va entraîner d'ailleurs des trafics de cartes. On se revend les cartes pour entrer dans le temple. Il y a même des gardes nationaux qui vont être, qui vont passer en jugement parce qu'ils ont fait entrer des visiteurs pendant qu'on aménage la grande tour pour montrer les futurs appartements que vont occuper la famille, le roi et sa famille. Donc ils ont été pris et on a trace de leur nom grâce à ces petites mains courantes. Et voilà, donc le roi et la reine subissent, même si on les isole, ils ne sont pas sans entendre certaines réflexions. Et Madame Royale racontera qu'elle a entendu un jour un ouvrier qui a dit, en parlant de Marie-Antoinette, si je pouvais, je me servirais de mes outils pour lui enlever la tête, quoi. Donc c'est vraiment un effort que la famille fait. Et puis on va très rapidement avoir fini l'installation des appartements du roi dans la grande tour. Donc il va quitter sa famille à la fin septembre pour intégrer la grande tour du temple. Mais les 2 entrées sont côte à côte, hein. La petite tour et la grande tour sont côte à côte. Alors, tant qu'ils ont été dans la petite tour, ils ont eu tout ce qui appartenait à Barthélemy. Ils ont été dans ces meubles, en quelque sorte. Et ces meubles, on va peut-être les répartir aussi dans la grande tour, mais ces meubles, vous les voyez aujourd'hui au musée Carnavalet. Parce que la fille de Barthélemy se mariera plus tard et va donner à Carnavalet une partie du mobilier. Donc c'est comme ça qu'on a quelques souvenirs. Bon, la bibliothèque de Barthélemy va convenir au roi, parce qu'il est un grand lecteur, le roi. Il parlait 8 ou 9 langues, Louis XVI. On s'imagine toujours, on l'a vraiment... on l'a fait passer pour un imbécile, mais c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé. Donc le roi lit beaucoup, mais la bibliothèque du pauvre Barthélemy, elle va être quelque peu dépareillée. Il ne sera pratiquement pas dédommagé. Enfin, son histoire a été aussi très pénible, parce qu'il s'était retrouvé, lui, quand on a mis l'infirmerie royale, en 1 heure, il a été mis à la porte. Hein.
Donc il s'est retrouvé avec les vêtements qu'il avait sur lui et à lui se débrouiller. Bon, donc tant bien que mal, on s'installe dans la grande tour, la reine va rejoindre le roi elle va souffrir d'indisposition au départ parce que ça sent la peinture. Donc, mais il est séparé une première fois de sa famille. Tout le monde se retrouve dans la grande tour du temple et à ce moment-là, la famille royale n'habite plus de la même manière. Le roi est au second étage et la reine va monter au troisième étage avec ses enfants. Il va y avoir, ils vont être tous malades. En novembre de cette année-là, 1792, le roi tombe très malade. On a très peur. La commune a très peur parce qu'il ce qu'on appelle une fluxion. Donc on va faire venir pour la première fois le médecin de la famille royale qui s'appelle le docteur Lemonnier. Lemonnier a été le professeur de botanique de Madame Élisabeth et de sa sœur. Et il ne va pas venir très longtemps parce qu'on va voir qu'il enlève son chapeau quand il parle au roi et ça on ne l'accepte pas. Donc le pauvre va passer cette première approche de la famille royale, il ne reviendra plus dans le temple. Alors donc le roi se guérit. Après, le petit Louis XVII a été malade aussi. Alors, on ne sait pas si ce n'est pas une coqueluche qu'il aurait faite à ce moment-là. Même Cléry va être très malade. Madame Élisabeth va lui donner des médicaments à elle, va venir le soigner. Et le roi prendra ses nouvelles, etc. Et Cléry est extrêmement touché de l'attention dont il fait l'objet. Donc la vie s'organise jusqu'à temps qu'arrive le mois de décembre et qu'on décide de faire passer le roi en jugement. À ce moment-là, on va proposer à Louis XVI de garder ses enfants avec lui ou de les laisser à sa femme. Il a une fille qui a 13 ans, 14 ans, donc il décide de laisser les enfants à sa femme. Mais on ne lui a pas laissé le choix, il ne peut plus les voir. Et cela s'est fait très rapidement. Après un déjeuner, les municipaux sont arrivés et on lui a dit qu'on allait l'emmener à la Convention, puisque maintenant la nouvelle Assemblée s'appelle la Convention. Donc il est parti, alors qu'il était en train de jouer avec son fils, de faire une partie de quilles. Donc on lui a donné ce choix. Il ne la verra plus que la veille de sa mort. À ce moment-là, le procès commence. Ont le droit de venir Malesherbes, parce qu'on a demandé qui voulait défendre le roi. Il y en a qui ont refusé. Mais enfin, il y a quand même eu pas mal de volontaires qui ont décidé de venir. Donc, Malesherbes, De Sèze et Tronchet. Malesherbes, Tronchet, et ils vont faire appel à De Sèze parce qu'en si peu de temps, ils n'arrivent pas à constituer le dossier. Et c'est De Sèze qui fera la plaidoirie. Donc il fait des allers-retours entre l'Assemblée et le Temple. Il va rédiger son testament, ce fameux testament, le 25 décembre. Je crois que je vous avoir montré le petit cabinet dans la tour où il a rédigé ce... Il n'a de contact qu'avec U. Non, pardon, excusez-moi, là j'ai fait une erreur, avec Cléry. Il n'a de contact qu'avec Cléry. Et malgré tout, Madame Élisabeth arrive à rentrer en contact avec lui. Elle a un complice dans les personnes qui servent à table, en particulier Toulan. Et on arrive à faire passer des petits papiers, à faire descendre du 3e étage des petits papiers qui arrivent à hauteur de la fenêtre du roi. Et Cléry saisit les petits papiers. On arrive à faire passer des petites boules dans des petites armoires. Alors en débarrassant le linge, on arrive à communiquer quand même. Voilà. On sait si le roi est malade à la façon d'un nœud dans un mouchoir, ou on se donne aussi des nouvelles sur les armées à l'extérieur, sur aussi un peu ce qui se passe. Parce qu'elles n'ont pas de journaux, mais elles arrivent à... Madame Élisabeth est une comploteuse. Elle arrive très très bien à dominer les choses. Et les municipaux ont même peur d'elle. Je tiens à vous signaler qu'elle a piqué une crise terrible quand elle a appris qu'un de ses chevaux avait été
avait été utilisé pour les services de la République. Donc le roi n'a aucune illusion sur ce qu'il attend, mais il veut laisser une mémoire intacte. Et c'est pour ça qu'il se défend en fait, en quelque sorte. Donc il est condamné et on l'autorise à voir sa famille. Il va descendre. Non, plutôt c'est la famille qui va descendre le voir, qui va descendre au deuxième étage. Alors, il paraît que la réunion familiale a été épouvantable. On a entendu les cris jusqu'en bas de la tour du temple. Il y a un témoin, c'est l'abbé Edgeworth de Firmont, qui était arrivé dans l'après-midi. Bon, pourquoi avait-on choisi Louis XVI a-t-il accepté l'abbé Edgeworth? Parce que l'abbé Edgeworth n'avait pas prêté le serment de la constitution civile du clergé. L'abbé Edgeworth n'était pas un curé, il n'avait pas de paroisse, donc il n'avait pas été obligé de prêter serment, et il était aux missions étrangères. Donc il avait en plus confessé Madame Élisabeth aux Tuileries, ce qui fait que le roi a accepté. Alors on peut voir la chasuble qui a servi pour la dernière messe de Louis XVI à l'église de Bonne-Nouvelle. Elle est sous vitrine, avec un bracelet soi-disant donné par la reine Marie-Antoinette. Alors je vous en ai parlé, mais je crois que ça me semble très difficile, parce que Marie-Antoinette ne le rencontre pas, ne le connaît pas, et elle ne pouvait pas faire passer un objet en remerciement. En plus, la famille ne l'a pas vu ce jour-là. Donc je ne vois pas très bien comment, après enfermé dans la tour du temple, ce bracelet aurait pu lui parvenir. Alors, lui a-t-il été donné par Madame Élisabeth quand elle était aux Tuileries? C'est possible. Ça, il y aurait peut-être qu'elle lui a offert, pourquoi pas. Mais pour remercier de la messe qu'il a faite pour Louis XVI, ça, je dis non. Donc, on accepte qu'il ait une messe, on va chercher à Benworth, donc on va chercher les ornements chez Mesdames de Sainte-Élisabeth en face de la tour du temple, mais le couvent est fermé, donc elles n'ont rien, et on va aller chez les Capucins de la rue d'Orléans, qui est aujourd'hui la rue Charlot, et c'est aujourd'hui l'église arménienne de Paris. Et on va avoir ce qu'il faut pour dire la messe. Donc le roi Louis XVI reçoit sa famille le soir, avant que la messe soit dite, mais il s'est confessé, il a discuté, il a partagé la soirée avec l'abbé Edgeworth. Donc l'abbé Edgeworth est là quand il est caché dans le cabinet, et il entend tous les échanges de la famille royale. Cela va durer à peu près une heure et quart, enfin. Donc Marie-Antoinette, très attachée à son mari, le temple les a rapprochés énormément, va supplier d'être là le lendemain, de le voir, et le roi, pour les rassurer, va accepter. Mais il ne les reverra pas. Le lendemain, il ne va pas vouloir que de nouveaux adieux. Donc il va partir très tôt le matin, après la messe. Il fait 0 degré quand il quitte la tour du temple. Il va se retourner, saluer la tour. Il va traverser les jardins et il va sortir par le palais du Grand Prieur. Il n'y a pas d'autre solution pour sortir. Et Marie-Antoinette sortira de la même façon, et Madame Élisabeth également. On est obligé de traverser le palais du Grand Prieur. Donc le roi s'en va, et à 10 h, on ne s'est pas caché de crier en bas de la tour, le roi est mort, etc. Donc Marie-Antoinette a été au courant, et elle aurait fait quelque chose que Madame Royale va demander à tous ceux qui se sont présentés comme Louis XVII. Qu'est-ce s'est-il passé dans la tour du temple le matin de la mort du roi, donc le 21 janvier 1793. En fait, Marie-Antoinette et les 2 autres femmes se sont mises à genoux, et on a salué Louis XVII, roi de France et de Navarre. Donc elle reconnaît son fils, roi de France et de Navarre. Donc ça, il n'y a que les 3, Madame Élisabeth, Marie-Antoinette et la petite princesse royale, qui ont... Et c'était donc ce que demandait Madame Royale. Parce que s'ils avaient été des faux Louis XVII, ils auraient dit ce qui s'était passé. Ça, c'était un... Donc, suite à quoi, la vie va reprendre à l'intérieur de la tour du temple. Au début, on va être assez gentil avec eux. On va essayer de compenser. Marie-Antoinette va obtenir des vêtements de deuil.
mais très rapidement, les choses vont dégénérer. Après, au moment de la mort du roi, c'est la petite princesse qui est malade. Et on va faire venir le médecin des enfants de France. On ne fait plus venir l'aumônier, je vous ai dit que c'était fini. On va faire venir le docteur Brunier. Donc, qui est le médecin qui s'occupait des enfants à la cour. Et qui les connaît bien. Elle a une infection à la jambe. Donc j'ai une gravure d'ailleurs qui montre Madame Royale en train d'être pansée à la jambe. Bon, elle est en pleine puberté, donc on peut supposer que ça a un lien. Et comment dire, il la soigne, elle s'en sort, mais le roi était inquiet. Au moment où il meurt, il est inquiet sur la santé de sa fille. Pendant 2-3 mois, Marie-Antoinette ne va pas bien. Donc Madame Élisabeth non plus. On voit il y a traces d'ordonnances. On sait qu'il y a Langlois et Robert sont les apothicaires qui font les choses correctement. On va interdire à un moment donné les médicaments, parce qu'on demande les médicaments d'époque, c'était des sortes de bouillons avec des sangsues, avec des escargots, enfin des choses extrêmement précises. Je ne sais pas ce dont souffrait Madame Élisabeth, mais elle avait un cautère, je crois. Elle portait ce qu'on appelle un cautère régulièrement. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien. Donc tout le monde va plus ou moins jusqu'à temps que le petit enfant tombe lui-même vraiment malade. Et les municipaux vont commencer aussi à se montrer beaucoup plus agressifs, au fur et à mesure que passe le temps, que s'éloigne la mort du roi. On va reprocher à Marie-Antoinette de montrer des signes de respect pour son fils vis-à-vis du roi de France. Elle l'installe à table, elle le sert en premier, enfin voilà. Donc ça ne va pas du tout plaire à la Commune de Paris. Elles subissent les interventions du procureur syndic de la commune et de son adjoint Chaumette et Hébert, donc le fameux Hébert, le père Duchesne, et qui sont des gens qui la détestent, qui sont deux personnages hors du commun, mais vraiment odieux. Tous deux ont une trentaine d'années, tous deux viennent de province, tous deux sont partis de leur province pour des raisons judiciaires, très souvent des ennuis. Hébert déteste les femmes, Chaumette aussi. Ils vont avoir Marie-Antoinette prisonnière et ils vont se venger sur elle. Ça, ils vont vraiment lui rendre la vie odieuse parce qu'il y a une haine qui s'est centralisée sur elle. Donc, Marie-Antoinette les voit arriver en pleine nuit, on procède à des fouilles en pleine nuit. Donc la vie devient très difficile. Et sur ce, le petit garçon, Louis-Charles, tombe malade. Il est en train de jouer avec son chien. Il est sur un manche à balai, il joue, qui lui sert de cheval. Et il va se faire très mal et on va être obligé de faire venir 2 bandagistes qui vont être les docteurs Pipelet et Soupé et qui vont venir arranger ce qui lui est arrivé de désagréable. Et à partir de ce moment-là, l'enfant va connaître différents problèmes. On fait venir un médecin généraliste qui s'appelle le docteur Thierry, en plus de Soupé et qui lui était, et puis qui eux étaient des spécialistes bandagistes, etc. Donc on fait venir un généraliste qui s'appelle Thierry et qui a l'intelligence de s'adresser au médecin des enfants de France, qui va prendre des renseignements. Donc c'est pour ça que je dis que les médecins ont été plus qu'honnêtes, parce qu'ils ont vraiment fait leur métier, à leurs risques et périls. Hein. Et le docteur Pipelet, qui vient faire ses bandages régulièrement, Hébert va lui demander de dire que le sang de l'enfant est vicié. Et il va refuser. Ils ne seront pas payés tout de suite, puisqu'on trouve dans les archives des tas de demandes
ce remboursement de leurs frais, les fiacres qu'ils ont pris, les prix de visite, le nombre de marches qu'ils ont montées, enfin bref, c'est très très détaillé. Le petit enfant commence à tousser. Donc il est sous surveillance et on sent qu'il est malade. C'est à ce moment-là que la commune de Paris décide de l'isoler de sa mère. Donc au début juillet, on le sépare de sa mère, en pleine nuit, et 4 municipaux vont se saisir de lui alors qu'il dort, et on va le mettre dans l'appartement de son père, qui va être son lieu d'enfermement et non pas un cachot comme on a bien dit. On le descend de l'étage du 3e étage, on le descend au 2e étage, dans l'appartement de son père, et là l'attend un homme, qui s'appelle Simon. L'enfant pleure, bien évidemment. Il a à peine 8 ans, oui, il a 8 ans là. Et il va refuser de manger pendant 2 jours. Jusqu'à temps qu'arrive Madame Simon, qui vient habiter, et qui là va se montrer maternelle. Madame Simon est la 2e épouse de Simon. Et elle n'a pas eu d'enfant avant, ni avec lui, et elle aime les enfants. Donc elle va s'attacher à ce petit garçon. Elle va le protéger, en quelque sorte. Contrairement à tout ce qu'on a pu dire, elle va vraiment aimer Louis-Charles. À ce moment-là, les choses se détendent un petit peu. Qui est ce Simon? Parce qu'on se demande pourquoi Simon. Ben, Simon a un curieux destin. Le 9, on va revenir un petit peu en arrière, le 9 août 1792, Simon est un inconnu. Il a été hôtelier, rue de Seine. Il a quand même, il s'est quand même un peu livré, contrairement à ce qu'on a dit. Il a tenu des registres plus ou moins mal, il a fait faillite. Mais enfin, il avait une auberge. Et il s'est retrouvé sans travail. Mais comme sa formation était celle de cordonnier, qu'il avait appris étant enfant, hein, donc il a repris son premier métier. Et inconnu, hein, il exerçait. Tout le monde le trouvait gentil là où il habitait. C'est rue de l'école de médecine aujourd'hui. Voilà, c'était là où il était, rue des Cordeliers. Et il paraît qu'il y avait des ouvrières au-dessus, un atelier de couture, et on descendait, on chantait, et il prenait des choses très très bien. Mais Simon est comme révolutionnaire, il a des idées républicaines, et il va écouter Marat, qui est dans la cour de l'école de médecine, qui fait ses harangues. Et puis il a dû être repéré, probablement, on sait qu'il aime bien lever le coude. Et le 9 août, le voilà à la section du Panthéon, de l'Odéon, Panthéon français. Et comment dire, le 13 août, il se retrouve dans le carrosse du roi. Alors, c'était une promotion fulgurante. Est-ce qu'il était franc-maçon? Je n'ai pas trouvé de traces. Il y en a pour lesquels, je peux vous garantir, la plupart étaient francs-maçons, ça c'est évident. Hein. Il suffit d'aller rue Cadet, et à la bibliothèque, très, très gentiment, on vous laisse compulser le potin des francs. Il n'y a aucun, c'est pas caché. Hein. Donc tous ceux qu'on a pu répertorier, on les trouve. Donc voilà Simon qui dirige les travaux dans le temple. Il accompagne le roi, il rentre le 13 août, et de là, il dirige les travaux. Et puis, quand on enlève l'enfant à sa mère, le voilà nommé instituteur du Petit Capet. Alors ça, il n'a pas l'instruction pour être instituteur du Petit Capet. C'est l'indigne. Mais en fait, c'est du gardien du Petit Capet, et surtout le préparer à cette fameuse confrontation avec sa tante, sa sœur, pour accuser sa mère. Bon, ça, donc, il est certain que Simon... mais Simon a peur, hein. Simon, il est là, il n'a pas d'argent, il est très content d'être dans le temple, il mange bien, il boit bien, mais il va très mal le supporter très vite. Parce qu'il ne supporte pas l'enfermement, lui qui était libre, qui pouvait se promener comme il voulait, il est enfermé dans le temple. Donc, il ne peut plus faire ce qu'il veut, sa femme sort
Il ne peut pas aller aux obsèques de Marat, il ne peut pas aller au théâtre alors que c'est gratuit, qu'il peut y aller. Donc sa femme y va, mais pas lui. Donc il souffre énormément de cet enfermement. Donc il va essayer de distraire l'enfant, puisqu'on lui a donné en charge. Donc il le descend dans le jardin du temple. Et le petit garçon va faire un petit scandale. Dans les premiers temps où Simon en est responsable, il va dire: montrez-moi le papier. Le petit Louis XVII attend bien, il a bien calculé son coup, ce qui prouve qu'il était quand même très intelligent. Il attend qu'on le mette dans le jardin, et devant tous les gardes nationaux, il dit à Simon: montrez-moi le papier qui fait que vous devez être vous devez vous occuper de moi, etc. Donc scandale. Simon l'attrape et le remonte dans la tour du temple. Bon, après, l'enfant va être beaucoup moins vindicatif. Mais au départ, il avait quand même 8 ans. C'est quand même assez fort. Hein. Donc, Simon lui apprend des chansons ordurières. On ne peut pas le cacher. Il lui fait chanter des horreurs. Mais en même temps, il lui offre des distractions. On lui donne un chien. L'enfant aime les oiseaux. Alors, Simon va se donner beaucoup de mal pour faire réparer une cage à oiseaux qui était au garde-meuble, qui était très chère, et c'est lui qui va payer. Il va payer la réparation il se fera rembourser plus tard, mais il va payer. Il va lui faire des vêtements, parce que l'enfant a grandi. Donc il y a une commande de 2 tabliers, ça c'est dans Beauchêne. Enfin bref, on le soigne. Et l'enfant n'a pas peur. Il y a une seule raison qui fait qu'il n'a pas peur, c'est qu'un jour qu'il était dans le baquet, donc ce qui prouve que Madame Simon lui donne des bains, il est dans le baquet et Madame Simon lui demande à 3 reprises de sortir de l'eau. Et le petit ne veut pas sortir de l'eau. Donc si l'enfant avait eu peur, je pense qu'il aurait obéi au premier commandement. Donc il a une petite vie d'enfant bien malheureuse, si on veut, par rapport à son statut, mais il a une vie, on lui donne à manger à des heures fixes, on le couche à des heures fixes, il a une vie régulière quand même. Hein. Bon, mais avec c'est pervers, bien évidemment. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire, parce qu'il ne faut pas que les gens croient que j'approuve. Mais ce n'est pas le moment où l'enfant est le plus malheureux. Hein. Donc là, on fait venir un médecin, il est malade. Alors c'est le médecin de Madame Simon, c'est le docteur Naudin. Donc le docteur Naudin va aussi l'ausculter. Il va être très bien avec l'enfant. Un jour où il est présent, Simon vient pour le menace, enfin lève la main, et le docteur Naudin va s'interposer. Donc on sait que le lendemain, le petit garçon va attendre le docteur Naudin et va lui donner les fruits de son goûter, ce qui prouve qu'il avait un goûter. Poire ou pêche, mais enfin, ce qui prouve qu'il avait un goûter. Ce sont des petits détails comme ça, mais... Donc, il ne souffre pas. Alors, on dit qu'on l'a fait boire. Bon, alors là, c'est encore un autre problème. Donc, comment arrive-t-on à proposer du vin à l'enfant? Au début, non. D'abord, dans le temple, tout le monde boit du vin. Et je travaille sur 2 couvents différents. J'ai les Dames de Saint-Élisabeth, puis maintenant, je fais chez les Minimes. Ça fait partie du repas. C'est pas le vin d'aujourd'hui, de piquette. L'eau n'est pas spécialement bonne. Hein. À part Marie-Antoinette, à qui on faisait venir de l'eau, spécialement parce qu'elle ne buvait qu'une certaine eau, on boit du vin. Bon, en quantité raisonnable. Quand vous regardez les registres de la Tour du Temple, on voit que les 2 enfants ont chacun une demi-bouteille de vin par jour. Oui, c'était... Donc Simon, lui, a droit à 3 bouteilles. Donc Simon, est-il un alcoolique? Il boit bien. On ne peut pas dire le contraire, mais il n'y a aucune trace de l'alcoolisme de Simon. Contrairement à tout ce qu'on a pu dire. Alors qu'on en connaît qui sont alcooliques. Un certain Léchenard qui va aller vomir devant la chambre de Marie-Antoinette dans le temple. Il y en a qui c'est vraiment spécifié. Simon, il lève le coude. Ça, c'est certain. Maintenant, de là à dire qu'il n'est pas pris en flagrant délit d'alcoolisme, d'abrutissement. Il s'ennuie, je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'ennuyait. Donc, il va, sous prétexte de divertir l'enfant, dire qu'il va lui apprendre le billard. Donc, on va
la Commune de Paris et la Convention vont faire, faire une salle de billard. On va faire venir du garde-meuble billard, on va tapisser, on trouve les factures, on va tapisser cette salle de billard. Et Simon va faire venir ses amis. Il ne peut pas sortir, il faut bien que les autres viennent. Et c'est à ce moment-là que les gardes nationaux, les municipaux vont venir aussi dans cette salle de billard. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un buffet sur lequel il y a beaucoup de boissons. Donc bière, etc. Et on boit bien et on fume bien. Au départ, l'enfant a 2-3 leçons, puis après Simon joue avec ses camarades. Donc c'est quand même un moment de détente pour le petit garçon parce qu'il va jouer avec la petite fille de la blanchisseuse, qui s'appelle Francine Kennel, qui est la petite fille de la blanchisseuse Chloé. Donc il a un moment où il joue, il paraît qu'il joue à 4 pattes, etc. Mais quand les gens ont trop bu, on prend l'enfant, on le promène, on se l'envoie, etc. Et l'économe dont je vous ai parlé tout à l'heure et le chef de bouche qui s'appelle Gagné, qui est toujours là, vont intervenir et vont demander qu'on prévienne les autorités et ces séances de billard vont arrêter. Parce qu'il y a eu un moment donné où quelqu'un a demandé que le fils Capet boive, etc. Oui, là on lui a demandé de boire. Mais c'est pas spécialement Simon à ce moment-là. Bon, puis on sait qu'une autre fois, Simon, par lui-même, aurait dit « lève la main pour la République, lève le verre à la République », enfin, et que l'enfant a dit non, a refusé. Donc, il avait encore cette force-là. Voilà, ça, on a des traces. Mais de là à dire qu'on en a fait un alcoolique, bon, mais on sent que l'enfant est malade à ce moment-là. Il grossit, il a le teint cireux, la maladie est en train de le ronger. Puis le chagrin, parce que malgré tout, sa mère lui manque. Hein. Il ignore de ce qu'elle fait, mais... Alors, il va subir au mois d'octobre les interrogatoires, le fameux interrogatoire. Alors, quand je l'ai eu, j'ai eu la chance, on me l'a sorti de l'armoire de fer et je l'ai eu entre les mains. Cet interrogatoire, ce n'est pas un, c'est 4 interrogatoires. Hein, vous voyez, donc il faut aussi relativiser. Il y a l'enfant tout seul, il y a l'interrogatoire avec sa sœur, l'interrogatoire avec sa tante, et puis une 4e fois où Simon va chercher des gardes nationaux pour dire, parce que l'enfant a quelque chose à dire. Donc l'interrogatoire a été préparé. Le petit garçon qui arrive, qui a 8 ans, et qui se voit entouré de tas de gens, il sait très bien qui est en face de lui, il voit quand même le maire de Paris, il voit des gens très très importants, donc on l'assoit sur un fauteuil, ce petit genre, mais il sent qu'il est important. Donc à ce moment-là, on va lui poser des questions, mais il ne dira pas que sa mère, non, c'est pas ça, on va rajouter en marge des choses. Ce qu'il va dire, c'est la toilette intime que lui faisait Marie-Antoinette, parce qu'elle avait trop peur qu'il ait le même problème que son père, donc elle était allemande, elle faisait ce qu'on fait aujourd'hui à des petits garçons, ce qui était tout à fait naturel, ce qui était vrai, et qu'on a voulu transformer en horreur. Et donc l'enfant ne dit pas ça, hein, il ne le transforme pas comme ça, donc ils n'ont pas tellement réussi leur coup, hein. Enfin, on voit que c'est rajouté en marge, de toute façon. Alors on a dit aussi qu'il avait mal signé. Bon, l'enfant a 8 ans, il n'écrit plus depuis un certain temps. Il a rajouté une lettre au-dessus, mais quel est l'enfant d'aujourd'hui si on prenait un cahier ça n'a rien d'extraordinaire. Bon, c'est pas aussi bien que ce qu'il faisait quand il était avec son père et quand il rentrait dans la tour du temple. Mais mettez un enfant d'aujourd'hui, de 7 ans, et laissez-le jusqu'à l'âge de 8 ans sans écrire, ben vous verrez ce que ça va donner. Je pense pas non plus que là, il y a matière à épiloguer, mais on peut toujours dire plein de choses. Donc le petit garçon, et on dit qu'il avait bu, il répond, mais terriblement bien, précisément, quand on lui dit qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qui montait quand sa tante est arrivée, il a dit non, elle n'était pas encore là, il est extrêmement précis. Bon, et c'est vrai que c'est accusateur en quelque sorte, parce que c'est un enfant de 8 ans et qui raconte ce qu'il croit on attend de lui, il raconte ce qu'il a vécu. Alors ce qui est très très intéressant, c'est dans le dernier, alors avec sa sœur, elle, Madame Royale a été muette, on n'a rien pu obtenir, il aura à ce moment-là
Agel, il va vouloir essayer d'aller embrasser la main de sa sœur. Et Simon va l'attraper, l'empêcher d'embrasser la main de sa sœur. Avec sa tante, Madame Elisabeth va être horrifiée, donc va pas vouloir, en 1 heure c'est fini, bouclé. Elle veut pas. Et le 4e interrogatoire, il va dire quelque chose qui sort de la bouche d'un enfant, et en fait, il n'a pas pratiquement rien à dire, hein, le 4e interrogatoire. Et il va dire, ma mère avait peur de ma tante. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Ma mère avait peur de ma tante. Donc, ce qui rend bien compte que Madame Elisabeth a pris le pouvoir, et qu'elle est la maîtresse femme, que c'est bien, hein, c'est elle qui gère, et que Marie-Antoinette est complètement affaiblie. Donc elle est détruite par la mort de son mari, la maladie la ronge, la séparation de son petit garçon va achever la chose. C'est l'horreur. Elle va se rapprocher de sa fille, parce qu'au départ, Marie-Antoinette n'était pas spécialement, comment dire, je ne vais pas dire que c'était une très bonne mère, on ne peut rien lui reprocher, mais elle n'avait pas autant d'affection pour sa fille qu'elle n'en avait pour son petit garçon qu'elle appelait Chaudamont. Donc, il y avait une différence très nette. Elle exigeait qu'on ait de la sévérité pour Madame Royale, alors que le petit garçon, tout était bien, tout était parfait en fait. Donc elle est séparée de son petit garçon, donc elle se rapproche de sa fille. C'est dramatique. Et Madame Elisabeth prend les choses en main en fait. C'est elle qui tient tête aux municipaux, etc. Donc ces municipaux, il faut quand même que j'en parle un petit peu parce que c'est un petit peu décousu, mais ces municipaux, ce sont les personnes qui ont été élues à la Commune de Paris. Il y en a 144, il y a 48 sections et qui sont réparties dans Paris. Donc ces 48 sections ont élu chacune 3 membres. Et ce sont ces personnes qui viennent à l'intérieur de la tour du Temple. Alors quand on me dit que c'est jamais les mêmes, c'est faux, parce qu'ils tournent. Donc normalement tous les jours, alors par période, il y en a 4, par période il y en a 8, ça varie. Mais ils sont nommés pour aller dans la tour du Temple, être présents. Et notre Simon va à un moment donné l'être aussi, hein, au début quand il vient pour les travaux. Il y a un sceau spécial que j'ai miraculeusement trouvé. Et donc, les gens de la Commune de Paris sont là. Donc si ça n'avait pas été les mêmes personnages, il y en aurait toujours eu un pour dénoncer la fuite ou le changement. Ils se détestaient les uns les autres, ils n'avaient pas les mêmes convictions, il y avait tous les milieux. Ces municipaux, ils sont à la fois médecins, fabricants de rouge, chocolatiers, maçons, il y a toutes sortes de métiers. Donc pas du tout le même milieu. Donc ils sont obligés de vivre ensemble, ça ne leur plaît pas spécialement de venir dans la tour du Temple parce qu'il fait froid, c'est humide, pouilleux, les rats courent partout. On a eu beau faire des travaux, c'est quand même un lieu très ancien qui remonte à plusieurs siècles. Donc personne n'a tellement envie de venir dans la tour du Temple. Au départ oui, parce que la curiosité faisait qu'on avait envie d'approcher la famille royale, mais après... Et ça va d'ailleurs arranger la famille royale parce que ceux qui vont essayer de se faire nommer pour 2 jours, parce que normalement on change tous les jours, mais il va y avoir des combines, il y en a qui vont donner leur place pour avoir, le mot week-end n'existait pas à l'époque, mais pour avoir leur samedi-dimanche, et il y en a comme Toulan ou Le Pitre, etc., qui vont se faire nommer assez régulièrement toutes les fins de semaine. Et qui à ce moment-là vont... si vous voulez, aider Marie-Antoinette, on va faire venir le médecin pour Madame Royale quand elle est malade, on va faire venir quelqu'un pour accorder le piano de Marie-Antoinette, enfin l'épinette, qui est dans la tour du Temple. Ils vont rendre énormément de services. Et c'est Toulon qui va faire sortir la nappe d'autel qui a servi pour la dernière messe de Louis XVI. Et ces personnages-là vont aussi faire sortir les ouvrages que font Marie-Antoinette et Madame Elisabeth, les tapisseries qu'elles font, qui vont être envoyées à Madame de Serran, qui est la sœur de Manverbe. Donc, et qui après on en fera un tapis, etc. Donc c'est comme ça que tout circule. Donc ces gens-là, jusqu'à temps qu'ils soient pris, bien évidemment. Ils ont été pris, ils ont été emprisonnés, il y en a qui tout le long seraient guillotinés. Donc quand on dit que c'est pas les mêmes personnes, ben je peux pas dire que c'est pas vrai, parce que vous avez la liste et vous avez les tours de garde, il suffit d'aller les regarder, hein. C'est aux archives nationales. Donc avec, on sait, et quand ils sont guillotinés, on a leur âge. Donc prenez mon livre, ici sont tous. Il y en a 100 qui vont être guillotinés. Donc ils vont être doués, bien évidemment. D'autres vont arriver.
Donc à ce moment-là, notre enfant est avec Simon, Marie-Antoinette a été guillotinée le 16 octobre, et puis le petit garçon est toujours avec Simon, mais la commune n'a plus besoin de Simon. Donc on va tout faire pour se débarrasser de Simon, il n'a plus d'utilité. En plus on a besoin d'économie. Donc on restreint la nourriture, on va faire les pires choses pour qu'il s'en aille. Et l'économe va avoir choisi de redevenir, enfin l'économe, le gardien, un des gardiens choisit de redevenir municipal complètement, à temps, gratuitement, et de ne plus assurer de fonction dans le temple. Simon, on va lui demander, vous restez instituteur ou vous assumez votre charge municipale? Il est contraint de suivre, il va dire qu'il reste municipal. Donc il va quitter le temple le 19 janvier. On va lui faire des tas de, je vais dire, de méchanceté. La famille royale était dans le temple avec ce qu'on avait des sortes de volets qui étaient devant les fenêtres. Hein. Donc Simon, dans l'appartement, le petit garçon a profité du fait qu'il n'y en avait pas. Donc tant qu'il est avec Simon, l'enfant, il a la lumière. Bon, la lumière dans le temple, mais enfin il a quand même de la lumière. Mais on va les remettre. Quand on veut plus de Simon, on les remet. On fait tout. On fouille sa femme quand elle sort, alors qu'il n'était pas fouillé. Alors, ce qui a permis de dire que le jour où ils sont sortis du temple, on a fouillé, mais tout le monde était fouillé. Tout le monde était fouillé. Les Simons avaient eu un privilège. Et donc, on leur applique la loi qu'on applique à tout le monde. Donc, ça n'a pas été pour voir si sortait l'enfant du temple. On a dit qu'il était sorti. Alors, les Simons, non, sont sortis de la tour du temple, mais sont restés dans le temple. S'ils avaient eu l'enfant, il aurait quand même existé. Et les Simons sont logés dans le temple, ils ne quittent pas l'enceinte. Simon va prévoir ses arrières et aller louer un autre appartement plus tard, mais tout en restant habité dans le temple. Alors, vous voyez, ça enlève beaucoup de... Qu'est-ce qu'ils auraient fait de l'enfant? Je veux bien, mais c'était pas... ils avaient quand même peur d'être guillotinés aussi. Hein. Alors, le 19 janvier, Simon est dehors. C'est là où le drame de petit Louis XVII va commencer. Parce qu'à ce moment-là, on ne nomme personne pour remplacer les Simons. Et l'enfant va être abandonné à lui-même. C'est là le drame. C'est là l'horreur. Donc ce petit garçon qui a peur du noir va rester dans l'appartement de son père. On va installer un endroit pour mettre une veilleuse. Il n'y aura jamais de veilleuse. On va prévoir qu'il y avait un poêle à l'intérieur, qu'on va mettre le poêle à l'extérieur de l'appartement pour que l'enfant ne mette pas l'incendie, etc. On ne lui enlève pas ce qu'on appelle les abat-jours, hein, ces volets. Donc il vit dans le noir, personne ne lui parle. Alors effectivement, des municipaux vont rentrer. Alors la fameuse histoire, Capet, alors ils sont sûrement rentrés la nuit avec des lanternes, et on a dit, Capet tu es là, l'enfant ne veut plus aller dans le lit. Il reste sur une sorte de récamier, vous voyez, une chaise longue, ce qu'on appellera plus tard récamier. Il dort là, qui fait un petit berceau. Et on voit, c'est d'une tristesse, quand on voit les notes de blanchisserie, il n'y a pratiquement plus rien pour le petit garçon. Il y a des bas et un bonnet. C'est tout. Vous imaginez? C'est vraiment, c'est à pleurer. Hein. Donc cet enfant, on lui apporte à manger. Oui. Mais qu'il ne mange pas, on s'en fiche. Et puis, si on oublie, on oublie. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de responsable. Alors bien sûr, en cuisine, Meunier doit préparer, mais ceux qui apportent, on n'a jamais pu, je vous l'ai dit tout à l'heure, mettre une cuisine à l'intérieur de la tour du temple. Donc il faut que ça vienne de dehors, des cuisines du palais. Et donc le pauvre petit garçon, alors on sait qu'il y avait plein de rats, et que l'enfant, ils n'ont jamais mordu l'enfant. Il n'y a aucune trace de morsure, parce qu'il a été quand même regardé après. Mais pour qu'il ne l'attaque pas, il mettait du pain dans son chapeau. Et donc les rats les mangeaient dans le chapeau. Madame Royale
vit toujours avec sa tante. Elle est moins longtemps seule, cette jeune fille. Sa tante va partir le 9 mai. Donc l'enfant, il est seul depuis le 21 janvier, 19 janvier, 21 janvier. Enfin, Simon descend, mais sa femme reste encore 2 jours. Il n'y a plus rien à partir du 19. Et le 21, on installe quand même différentes choses. Il y a un vitrier d'Estrumel, qui vient, il y a la facture, qui vient vérifier les vitres. Parce que dans la tour du temple, les vitres sont cassées et les courants d'air, on les change. Et d'Estrumel, sa femme a été enterrée à Sainte-Élisabeth. C'est comme ça que j'ai trouvé sa trace dans Sainte-Élisabeth, dans les registres. Donc ce petit garçon est là, et c'est affreux. Personne ne lui coupe les cheveux, personne ne lui coupe les ongles, on ne le lave pas. Et comme il y a une tendance un petit peu paresseuse, Marie-Antoinette l'avait déjà remarqué, il ne voulait pas apprendre à lire, il ne voulait pas apprendre l'italien. Et quand il voulait, en un mois, il avait su lire et presque parler italien. Donc il fallait être derrière, quoi, en quelque sorte. Donc il est abandonné à lui-même. Voilà. Il n'y a plus aucune instruction, aucun souhait. Malade, pas malade, il n'y a plus un médecin, il n'y a plus rien. Bon, la petite jeune fille, elle va rester avec sa tante jusqu'au 9 mai. Mais sa tante va lui donner, va la former à résister. Donc elle l'oblige à marcher tous les jours 1 heure dans la pièce. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure la toilette de l'enfant, il y a des mœurs qui s'instillent. Donc Madame Elisabeth, qui était une grande sportive, on avait élagué Versailles, tellement elle courait à cheval, elle était folle à cheval, disons. Donc Louis XVI avait fait couper tous les arbres pour qu'elle ne se blesse pas. Donc elle va obliger la petite jeune fille, Marie-Thérèse, à marcher. Elle va lui faire du tricot. Et quand elle quittera le temple, Madame Marie-Thérèse dira « Je ne veux plus tricoter, j'en ai assez ». Elle lui donne quand même une certaine instruction, et sur le plan religieux, elle s'occupe bien d'elle, si vous voulez. Ce qui fait que le 9 mai, quand on vient la chercher, Madame Elisabeth, le 9 mai au soir, alors qu'elles sont en train de se coucher, la petite est prête, et elle va rester seule jusqu'au 15 juin. 15 juin suivant. Donc, oui, jusqu'au 15 juin, non, jusqu'au 15, que je ne dise pas de bêtises. Oui, Louis XVII meurt le 8 juin. Non, mais elle va rester seule, non, bien plus tard, jusqu'au 15 juin 1795. Mais entre-temps, il va y avoir Goma et l'âne. Donc elle va avoir des contacts masculins. Les contacts féminins, ce sera qu'1 an et demi après. Quand sa tante part le 9 mai 1794, elle ne voit pas une femme jusqu'en juin 95. Mais après la mort de Robespierre, les gardiens vont arriver. Donc elle reste, si vous voulez, 2 mois sans contact. Mais elle aussi ne va plus parler. Elle aussi est extrêmement atteinte. Hein. On parle toujours de son frère, mais elle aussi. Donc, ces enfants restent en l'état jusqu'à temps qu'arrive la mort de Robespierre, qui va ouvrir le temple en quelque sorte, si vous voulez. Donc, Robespierre meurt. Notre Simon, qui lui était resté dans le temple, avait retrouvé un emploi, il vérifiait les charrois qui rentraient et qui sortaient du temple. Quand il sait que Robespierre est arrêté, il va courir. Il va courir soutenir Robespierre, il va être guillotiné. Il est guillotiné pour avoir été fidèle à Robespierre. Et dans sa... Vous savez, on fait un relevé de ce qu'il a laissé avant de mourir. Eh bien là, il est constaté qu'il porte l'habit, un habit bleu doublé de rouge, et qu'il mangeait dans des couverts argentés. Voilà, c'est loin de l'image du révolutionnaire qu'on a. Il est mort en même temps que Fabre d'Églantine, etc. Enfin, ils sont dans ces charrettes-là. Là aussi, c'est national. Hein. Donc, vous voyez, le personnage porte l'habit. Alors, il est certain qu'il avait une toque de fourrure et qu'il a peut-être porté, probablement porté l'habit révolutionnaire. Il en fait faire un pour le petit enfant. Hein. Louis XVII a porté un habit révolutionnaire que Simon lui a fait faire, mais non pas, c'était maladroit, mais non pas contre Louis XVI, c'était la mode. C'était la mode. On habillait les enfants de cette manière-là. Bon, alors, évidemment, le fils du roi, c'est pas ce qui... du meilleur goût. Mais, vous voyez, il faut relativiser. Hein.
Donc, il a cru bien faire, je suppose. Puis ça c'est des idées républicaines, bien évidemment, mais c'est quand même pas tout ce qu'on a voulu dire. Donc, Madame Simon, elle va être arrêtée, pratiquement après, parce qu'on croit qu'elle a fait des choses, puis finalement, elle va finir aux incurables. Entre-temps, je vous avais parlé au début, oui, c'est un peu décousu, je suis désolée, mais entre-temps, je vous avais parlé du couple Tison qui était rentré pour espionner le roi. Eux aussi ont évolué. Ils sont toujours là, ils sont toujours dans le temple, et vous allez voir comment. Madame Tison, Marie-Antoinette étant toujours vivante, a été prise un soir de remords. Quand elle a vu l'enfant malade, et que elle a été prise d'une crise à 10 h du soir, où elle a été voir sa fille, elle ne voulait plus remonter. Il a fallu 8 hommes pour la maintenir. Aucun traitement ne pouvant la calmer, on l'a fait aller à l'Hôtel-Dieu. À l'Hôtel-Dieu, elle a été surveillée par une femme qui s'appelait la femme Mornant, dont le mari était commissaire de police. C'est assez curieux aussi, ça. Et enterrée à Sainte-Élisabeth. Donc, cette femme Mornant va rentrer. Je connais son nom parce que aux archives de la police, vous voyez, c'est pas dans les archives nationales, aux archives de la police, il y a eu un incident, une main courante qui a été écrite, où la femme Mornant revient de l'Hôtel-Dieu, demande qu'un municipal paye le fiacre qu'elle a utilisé pour revenir. Le municipal ne veut pas payer. Donc, altercation, elle enlève ses poches, elle les pose sur l'étal d'une marchande qui se trouve là. Et voilà. Donc, comment c'est fini l'histoire, j'en sais rien. Mais donc, on a trace de cette femme Mornant qui allait garder Anne-Victoire Tison. Anne-Victoire Tison va sortir et va retourner dans le civil. Par contre, Tison, lui, en septembre 93, au moment où Marie-Antoinette va être tuée, est enfermé dans la tour du Temple. Il est prisonnier en même temps que les deux enfants. Et il sera prisonnier jusqu'en 95. Donc c'est... Pourquoi? Pour quelle raison? On ne sait pas. Mais il est prisonnier jusque-là. Il sortira et puis au bout d'un an, il va mourir. Marie-Jeanne Simon va, elle, donc être arrêtée après la mort de son mari. Et puis elle va ne plus avoir l'argent. Donc elle va se retrouver aux incurables. Et elle va rester jusqu'en 1816. Et là, elle va reconnaître des Louis XVII, enfin... Bon, c'est sa gloire de sa vie, l'enfant, puis elle l'aimait en fait, elle a aimé cet enfant. Bon. Alors voilà, donc tous ces personnages, vous voyez, sont oubliés, mais ils n'ont pas eu des destins extrêmement agréables. Alors que se passe-t-il pour nos deux enfants royaux? Ils sont tout seuls. Barras, le lendemain de la mort de Robespierre, vient au Temple. Et Madame Royale le dit dans ses mémoires, parce qu'elle a tenu le journal de la Tour du Temple, revu par Louis XVIII, dit qu'elle avait entendu du bruit et qu'elle s'était prête. Sa tante l'avait habituée à se méfier de tout, je vous ai dit, elle avait une formation, donc elle ne laissait rentrer personne dans sa chambre, elle mettait ses assiettes dehors, et elle avait entendu du bruit, elle ne savait pas ce qui se passait, la mort de Robespierre, mais elle a entendu du bruit, donc elle était habillée. Alors on a dit aussi qu'elle avait été violée, mais enfin bref. Si elle avait été violée, on n'aurait jamais fait épouser une fille le fils du duc d'Angoulême, enfin le fils de Charles X, pas de Charles X, oui, si, le fils, qu'est-ce que je dis? Si, le fils de Charles X, c'est une bêtise. Bon, elle n'aurait jamais épousé le duc d'Angoulême, enfin voyons, c'est évident. Louis XVIII, on l'aurait mis dans un couvent. Donc, elle s'habille, donc Barras vient, elle ne parle pas. Et le Barras va aller voir le futur, ce qui est celui qu'on appelle Louis XVII, mais Louis Charles, qu'on appelait Capet jusqu'à présent, mais qu'on va appeler bientôt Monsieur Charles. Donc il l'examine, il essaye de le faire parler, l'enfant ne parlera pas, on va lui donner à manger. Parce qu'il a passé une inspection, il va avoir une grappe de raisin, entre autres. Et il va manger, mais il refuse de parler. On voit qu'il a des ganglions, et Barras donne des ordres.
qui ne seront pas exécutés. Donc, Barras fait ouvrir fin juillet, début août, et jusqu'au 1er septembre, on renferme l'enfant, sans soin. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de faire ce qu'il faut, de nettoyer, Barras fait nommer un premier gardien, Laurent, encore par histoire de combine, et Laurent va mentir sur son âge quand il va remplir les documents. Donc quand on s'en rendra compte, on va le mettre à la porte. Laurent est un créole et ça devait arranger Barras ou il avait eu rendre service, on ne sait rien. Mais il a triché sur son âge, donc on ne va pas le garder dans la tour du temple. Il était assez révolutionnaire, mais enfin pas méchant, ça a changé déjà. Mais il ne se passe rien. C'est le 1er septembre que Laurent déjà a senti la responsabilité. Il avait demandé qu'on aille lui chercher une aide. Donc on va prendre le premier gardien qui s'appelait Gomain. Gomain ne veut pas venir au temple, hein. Il ne veut pas du tout, on l'amène de force. Donc, et le prochain LAN fera pareil, ils ne veulent pas venir au temple parce qu'ils savent très bien la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis des enfants. Et les voilà tous, Laurent s'en va, Gomain va dire que lui aussi il a besoin de quelqu'un, donc on va faire venir l'âne, et Gomain va prendre en charge la petite princesse, et l'âne prendra en charge le petit Louis, le petit monsieur Charles. Donc quand Gomain fait connaissance de Madame Royale, il rentre dans sa chambre, puisqu'elle est restée où elle était avec sa tante, et elle a grandi elle aussi. Ses robes elle a farci partout. Et ce qu'elle demande, c'est des chaussures. Elle demande une paire de chaussures. Mais elle est restée derrière la porte, parce que Gomain et tout, ils sont rentrés avec les municipaux, hein, pas question de rentrer seule. Donc, on rentre, elle ne parle pas. On va dire que Louis XVII est mieux, mais elle aussi, elle ne parle pas. Et quand Gomain va pour sortir, elle lui demande, monsieur, des chaussures. Donc Gomain va faire envoyer chercher des chaussures et des bas, parce qu'elle a bu, et elle en aura 2 paires. Mais elle avait demandé qu'une paire. C'est émouvant, je trouve que c'est... Et alors, probablement, ont-ils été chercher les chaussures, il y avait un cordonnier, savetier, qui était de l'église Sainte-Élisabeth, qui était là. Qui se trouvait là. Je suppose que c'est là qu'on a dû aller chercher sur le moment. Bon, au fur et à mesure, Gomain va obtenir qu'on lui fasse des vêtements. Donc elle va... Mais, c'est comme son frère, elle a du mal à communiquer. Elle refuse tout ce qu'on lui propose. Absolument tout. Elle ne va revivre qu'après la mort de son frère, quand on va lui mettre une femme faite avec elle. Et le petit garçon est pris en charge par l'âne, qui est très gentil. L'enfant est malade, et il va le monter sur le haut de la tour, là où Simon lui avait fait un jardin. On lui avait fait un jardin avec des cages à oiseaux aussi, énormément. Donc on va le monter. L'âne va le prendre dans ses bras, et l'enfant... Après, si Gomain et l'âne essayent un jour où il y a beaucoup de fumée, de le descendre dans la pièce où ils sont pour qu'il n'y ait pas de fumée. Mais ils sont obligés le soir de le remettre tout seul dans le noir. Et on sait qu'il a peur du noir. L'état de l'enfant, là, on suppose qu'il y a quelqu'un qui est venu, mais l'état de l'enfant ne s'améliore pas du tout. On voit bien qu'il est malade, qu'il a les pommettes rouges, il a ses ganglions qui sont partout, il fait probablement une tuberculose osseuse. Et donc, arrive un moment où vraiment, on sent que ça va être la fin. Ils font venir un médecin du Mangin. Il y a une histoire de médecin qui vient en premier et qui meurt au bout de 3 jours. Il voit l'enfant. Alors du coup, on a dit qu'il a été empoisonné parce qu'il s'est occupé de l'enfant. Enfin, il y a encore quelque chose. Mais enfin, ce médecin avait failli être guillotiné, avait eu très peur et a fait une congestion cérébrale, enfin quelque chose comme ça. Donc, le petit garçon va languir, comme on pourrait dire l'expression. Les médecins du Mangin ne va pas venir la nuit où vraiment il a un gros malaise. Enfin, il se vide. Enfin, c'était... Et puis
puis, il va, le jour de sa mort, l'âne va essayer de l'habiller le matin, mais on va être obligé de le recoucher. Et puis, il avait fait demander dans la nuit que le médecin vienne. Le médecin a dit que si tous les enfants, il devait se déplacer pour tous les enfants, il n'en sortirait pas, etc., qu'il n'était pas plus que les autres. Et en fait, le lendemain, l'enfant est mort à 3 heures. Donc, il est mort dans les bras de l'âne. Voilà, et on sait qu'il a voulu dire « je voudrais te... » On ne sait pas ce qu'il a fini par dire. On sait que sur le mur, il avait écrit « maman, je », des choses avec ses doigts. Et Madame Royale aussi va écrire beaucoup de choses sur les murs. Et donc, quelqu'un a reproduit ce qu'elle avait écrit, en fait. C'était bien triste. Donc, le petit garçon meurt le 8 juin. Quand on annonce qu'il est mort, eh bien, à l'Assemblée, on a dit c'est pas la peine de faire ébruiter l'histoire, on ne dit rien. On se réunira demain. Donc le lendemain, ils ont fait passer un communiqué que l'enfant était mort, le fils capé était mort. Mais ça s'est répandu dans Paris. Mais ça s'est répandu pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il y avait 4000 personnes dans la Tour du Temple, qui est un endroit où les gardes nationaux ne sont pas nourris. Ils doivent se nourrir eux-mêmes. Donc, quand ils vont se nourrir, il y a une auberge, enfin une sorte de troquet, où tout le monde va, et les journalistes de l'époque, ils vont aussi pour apprendre les nouvelles. Donc, quand l'enfant est mort, on a fait descendre la garde montante, on a fait et la garde descendante, que le changement à midi, pour être sûr qu'ils voient. Alors, il y en a qui ne savent pas écrire, qui ont mis des croix. On a dit qu'on avait truqué, mais il y en a qui ne savent pas écrire. Bon. Et bien qu'on ait consigné à l'intérieur tout le monde, pas le droit de sortir, il y a un garde municipal qui s'était fait nommer pour voir ce qu'il en était. Il a été coincé 3 jours. Il n'a pas pu sortir. Mais tout filtre, vous savez très bien. Donc ça a filtré. Et il y a eu discussion, on voulait l'enterrer en secret. Le commissaire de police et puis, dans ce qu'on peut dire, Gomailan et le commissaire, ils n'ont pas voulu, ils ont voulu qu'il y ait quelque chose. Et on savait que l'enfant avait des goûts militaires, qu'il aimait les oiseaux. Donc, on va lui faire un enterrement quand même officiel. Il a un enterrement officiel, c'est-à-dire que les gardes nationaux vont faire la haie pour sortir. Oui, 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 il sort du temple par la grande porte à 7 h du soir et il y a foule. Il y a foule. Il n'est pas parti dans l'anonymat. Il sort, le cercueil est porté à bras. Alors, comment il s'appelle celui qui s'est fait passer pour Louis XVII, Nondorf, voilà. Nondorf va dire qu'il est sorti dans un char, enfin, dans un convoi funèbre. C'est interdit, à la Révolution c'est interdit. Donc le cercueil est porté à bras et il va aller jusqu'au cimetière Sainte-Marguerite. Et il y a quelque chose de très émouvant, c'est une femme qui s'est jetée sur le cercueil et qui a déposé un bouquet, des fleurs séchées. Et c'était le bouquet que le petit garçon lui avait remis, que Louis-Charles lui avait remis quand il avait son petit jardin au bord de l'eau dans les Tuileries. Parce que quand ils étaient aux Tuileries, il avait son petit jardin et il y allait tous les jours. Et il parlait aux gens. Et il avait offert ce bouquet à cette femme. Donc c'est plus qu'émouvant. Et voilà. Alors moi, je ne peux plus répondre de ce qui est arrivé à l'enfant après l'enterrement, parce que ça, toutes les possibilités sont... Tout est possible après ce qui s'est passé. Bon, on l'a mis en terre, mais après... moi, alors c'est plus mon domaine, parce que ça, je n'en sais rien. Il y a toutes sortes d'hypothèses. Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'a mis dans une fosse commune? La fosse de Picpus était ouverte à ce moment-là, pour qu'il n'y ait pas de traces. Est-ce que... Bon, ça, c'est vraiment... ce que je ne sais pas, je ne le sais pas. Bon, alors par contre, est restée Madame Royale, qui a probablement su que son frère était mort, parce que un garçon servant qui apportait les repas, qui s'appelait Caron, qui aussi était, lui, depuis très longtemps, il se parlait par les yeux avec lui. Ben, ils n'avaient pas le droit de parler,
gens qui servaient les enfants n'avaient pas le droit de leur parler, mais par les yeux et s'exprimer tout. Donc elle a dû savoir la mort de son frère. Bon, elle ne savait pas la mort de sa mère ni de sa tante, hein, ça par contre. 8 jours après, elle a une femme qui vient qui s'appelle Madame de Chantraine. Et Madame de Chantraine va s'occuper va la rééduquer. Elle ne parle plus. Donc on va lui parler et Madame Royal, qui n'a pas eu de femme avec elle depuis tellement longtemps, va revivre en quelque sorte. Hein. Difficilement, mais va reprendre goût à la vie. Elle va lui faire du dessin, elle va lui apprendre l'italien, elle va enfin la sortir. Et il y a un tableau à Carnavalet qui la montre avec le chien de son frère, qu'on appelle Coco, qui est là. Et on sait que Madame Royal va dans le jardin maintenant. Et les royalistes viennent la voir depuis les fenêtres dans une rotonde du temple. Il y a une rotonde, la fameuse rotonde où habitaient les artisans, qui avait été conçue en 1781, et Madame Cléry loue une chambre là. Et on vient, on fait de la musique pour la petite princesse. Il y a même quelqu'un qui va la peindre avec le portrait à la lunette, avec une longue vue, il la regarde, etc. Donc on voit Madame Royal, et la police va être obligée d'interdire. Donc Madame de Tourzel, Madame de Macot, toutes ces anciennes gouvernantes vont venir la voir dans le temple. Mais ça va être rapidement interdit parce qu'il y a trop de mouvements, etc. Bonaparte commence déjà à apparaître à l'horizon. Donc, mais les choses vont se précipiter puisque on est en 95, donc Louis XVII meurt le 8 juin, Madame Chantraine rentre le 15 juin, la petite princesse part en décembre. Elle part le jour de ses 17 ans. Elle est échangée contre des prisonniers français qui étaient en Autriche. J'ai oublié de vous dire aussi, excusez-moi, que Madame de Chantraine lui a appris la mort de sa mère au mois d'août, parce que Madame de Tourzel a posé la question. Elle a posé la question et on ne sait pas exactement la date ni quand, mais quand Gomin l'a dit aussi, quand on lui a dit, elle n'a pas réagi. Parce qu'elle a demandé ma tante et elle s'est écroulée quand elle a su que Madame Elisabeth avait été guillotinée aussi. Et sur le moment, elle n'a pas réagi, tout le monde a eu très peur. Puis alors après, elle s'est écroulée. Ça a été heureusement d'ailleurs qu'elle s'est soulagée, oui. Donc c'est une jeune fille qui sort avec Gomin, qui l'accompagne le soir, à 11h du soir, comme d'habitude, par une petite porte. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui vient la chercher. On la conduit jusqu'à une voiture qui l'attend rue Mellet, je crois, et qui l'emmène rejoindre une grande voiture qui part pour la frontière. Donc à ce moment-là, on lui a fait faire une superbe garde-robe dont elle ne voudra pas qu'elle laissera à la frontière. Elle va aller jusqu'à Huninge et elle va aller dans l'auberge. Le lendemain, vont suivre Meunier, le cuisinier, et le chien. Et quand on a dit que c'était pas Madame Royal qui est partie non plus, le chien, arrivé à l'auberge, va sortir de la voiture et foncer dans les bâtiments et il va trouver la chambre de sa maîtresse. Donc un chien, ça se trompe pas. Puis je suis très contente d'avoir vu qu'on avait découvert que la comtesse des ténèbres, l'ADN, bon, c'était pas celle de Madame Royal. Voilà. Mais on peut tout dire. Hein. J'ai lu un article il y a 2 jours. Je vous l'enverrai si vous voulez, où on dit que Marie-Antoinette était morte avant d'être guillotinée. Qu'on a conduit un cadavre à la guillotine. Non mais vous voyez, on peut dire n'importe quoi, c'est triste. Hein. Voilà, donc Madame Royal elle va refuser et elle va partir pour l'Autriche où son sort n'est pas non plus des plus enviables. On va renvoyer tout ce qui est français. On a même pensé à la mettre dans un couvent. Et heureusement, Louis XVIII va vouloir la prendre avec lui, et elle va épouser le duc d'Angoulême, comme l'avaient prévu ses parents, puisque Marie-Antoinette préférait que la petite princesse reste en France plutôt que d'être malheureuse dans un pays étranger, et l'abbé Jouard sera présent au mariage. Voilà. Alors avec peut-être des erreurs,
Je pourrais parler indéfiniment parce que je n'ai pas parlé des oubliés du temple, de tout le petit personnel qui était chargé de l'entretien, l'économe, il y avait les services de bouche, d'entretien, de surveillance qui ont gagné de moins en moins d'argent, qu'on pouvait mettre à la porte du jour au lendemain ce qui s'est passé, en particulier le pauvre coiffeur. Le coiffeur s'était endormi parce qu'ils étaient d'astreinte à être de garde. Il s'est endormi pendant une garde, on l'a mis en prison, on l'a envoyé aux Madelonnettes en prison et là il a coupé les cheveux de tous les comédiens puisque les Madelonnettes étaient réservées aux comédiens, chanteurs, etc. mais qui étaient en face de temple. On a une lettre très émouvante, pleine de fautes d'orthographe et presque illisible où il réclame son matériel. Enfin, finalement, il va s'en sortir. Mais combien d'autres ne s'en sont pas sortis? Alors là, dans mon livre, ils sont tous répertoriés. Donc avec les âges qu'ils avaient et comment ils sont morts et tout. Mais la tour du temple a fait énormément de malheureux. Énormément de malheureux, c'est la tour du malheur. Hein. Et je veux quand même dire que de 16, bon, bien évidemment, les avocats ont dû... Malesherbes a été guillotiné. De 16 va avoir le droit, par Louis XVIII, de prendre la tour du temple dans ses armoiries. Donc il va avoir la tour du temple et il y a marqué 26 décembre, date de sa plaidoirie. Et il avait tellement donné de lui-même que Louis XVI avait demandé une chemise pour qu'il se change. Voilà. Donc il y a eu des bons, des méchants, mais combien ont été oubliés? D'où le titre de mon livre.